Bonjour, mon invité aujourd'hui est un élu local et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du maire de Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, ça vous rappelle peut-être quelque chose, avec un certain maire qui s'appelait Sarkozy. Voilà, donc vous êtes un des successeurs de Nicolas Sarkozy. Peut-être allez-vous lui succéder aussi un jour Je sais pas. à l'Élysée. Jean-Christophe Fromentin, bonjour, merci Bonjour. d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes également président de Territoires en Mouvement. Et ce qui vous passionne, c'est réinventer les territoires. Vous avez écrit un livre. Mais commençons un peu par votre carrière pour ceux de nos téléspectateurs, en particulier dans les pays d'Afrique qui ne vous connaissent pas. Vous avez eu une carrière très chargée. Écoutez, jusqu'en 2012, je gérais mon entreprise dont le métier était assez particulier, était de collecter des données pour comprendre les flux, les échanges internationaux. Donc je compilais des données du monde entier pour comprendre qui achète quoi à qui vend quoi à qui, et d'analyser tous les tarifs, toutes les barrières non tarifaires également, tout ce qui vient influencer, détourner, réguler le commerce international. Et je mettais ces datas à la disposition de gouvernements, de banques partout dans le monde, ce qui m'a permis d'avoir un regard assez acéré sur les évolutions de la mondialisation et l'évolution des échanges. Et donc, comment êtes-vous arrivé en politique ? Un peu vraiment par hasard, vous voyez, un jour, dans ma ville de Neuilly, on annonce un parachutage. Et j'étais quand même plutôt réservé sur cette idée qu'il n'y avait personne. C'était pour législatives, C'était mairie, pour les ou pour municipales, en 2008. Ouais. Et donc, mon prédécesseur, qui était président de la République, parachute son porte-parole à l'Élysée, Martinon à Neuilly, contre qui j'avais absolument rien. Mais en même temps, oui, je pensais que dans une ville comme la nôtre, on pouvait trouver à l'intérieur de la ville les talents, les compétences, les personnes pour la gérer. Et donc je suis parti en campagne avec ce message en disant on va se débrouiller, on n'a pas besoin de quelqu'un de l'extérieur pour prendre les rênes et la destinée de Neuilly. Et donc quelques mois après, j'ai été élu maire de Neuilly et ensuite élu député en 2012 et donc toujours maire de Neuilly aujourd'hui. Mais avec quelle affiliation politique ? En étant totalement libre. Oui, je suis un des seuls élus de grandes villes qui soit totalement indépendant. Donc j'ai la légitimité que me procurent mes électeurs. Je suis pas affilié, aligné sur un parti parce que je crois qu'il y a une forme d'obsolescence des partis politiques aujourd'hui. Je pense que les partis se sont montés sur des idéologies qui ont vécu, qui sont datées, que les partis sont davantage des communautés d'intérêt que des espaces d'inspiration, de prospective, d'anticipation, que le débat est pauvre. Et donc j'ai gardé cette indépendance, ce qui me permet d'interagir dans le débat avec beaucoup de liberté, parfois en prenant des options un peu hétérodoxes, mais en tous les cas en ne devant des comptes qu'à mes électeurs et pas ni à un parti, ni à un mentor, ni à quelques sponsors que ce soit. Oui, mais alors est-ce que vous êtes obligé d'être en permanence dans des tractations pour avoir une majorité au conseil municipal ? Non, parce que moi je monte mon conseil municipal sans les partis. Oui, je le monte en identifiant des compétences et des talents dont la ville a besoin. À partir de là, je fais une équipe. Et depuis, pour la troisième fois en 2020, je suis élu avec des très beaux scores dès le premier tour. Et aux dernières élections départementales, j'ai été élu au premier tour avec 78%. Vous voyez, j'étais le seul élu d'Île-de-France à passer au premier tour. Ça montre, oui, sans en tirer aucune gloire, mais ça montre combien finalement un discours plus authentique, sans étiquette, mais vraiment focalisé sur les enjeux du territoire et sur les enjeux nationaux quand il s'agit d'élections nationales, sont bien reçus finalement par les Français. On m'avait dit, mais pour les législatives, tu n'y arriveras pas, il faut vraiment être affilié à un camp, à un clan, etc. Et bon, je suis arrivé à l'Assemblée comme indépendant, et quand j'ai quitté l'Assemblée, j'étais dans les 50 députés les plus influents, donc pas du tout gêné par cette indépendance que me procure cette liberté. Et pensez-vous qu'on pourrait modifier l'état d'esprit ou le fonctionnement de la vie politique française en s'inspirant de votre réussite ? C'est vraiment tout mon travail. Vous voyez, dans les propositions que je fais en ce moment, là, que je présenterai demain, je plaide pour qu'il y ait vraiment un renouveau de l'action politique par les territoires. Quand vous interrogez les Français,
et je pense que c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, sur en qui ils ont encore confiance en politique, ce sont les élus de proximité. Et la relation des Français avec la politique, elle est dans le cadre des élus de proximité. Donc je ne pense pas qu'une oxygénation, qu'un renouveau de la vie politique se fera par en haut. Je pense qu'il se fera par en bas. Je pense qu'il se fera par cette persistance de la confiance qu'il y a vis-à-vis des élus locaux. Et je plaide pour que vraiment, à la fois sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, il y ait vraiment une reprise de l'action publique par les territoires. Je pense que c'est la seule condition pour insuffler un souffle, un élan pour notre pays. D'ailleurs, le président de la République a fini par s'en apercevoir, puisque au début de son mandat, il avait manifesté une grande indifférence vis-à-vis des élus locaux, et il a été obligé, en quelque sorte, de faire demi-tour en race campagne. Oui, je pense qu'il a un long chemin à remonter, parce que la fracture a été forte entre les élus locaux et le président de la République, alors que au début, il n'y avait pas tant de défiance que ça. Il avait même annoncé ce qu'il appelait une conférence des territoires, une série de conférences des territoires, pour remettre sur la table ce sujet de l'articulation entre l'État, ses missions régaliennes, et les missions opérationnelles des élus locaux. Et puis voilà, l'alchimie ne s'est pas faite. Je pense qu'il n'a pas forcément vu cette attente, ce besoin. Et le fait que pour les Français, c'est d'abord là où ils vivent qui est important. Et les Français sont attachés au village, à la ville, au quartier, à la campagne, là où ils vivent, et la prospérité de là où ils vivent est le premier sujet. C'est le sujet qui les rend heureux au quotidien, c'est le sujet des activités culturelles, sportives, etc. C'est le sujet des relations sociales avec leurs voisins, c'est le sujet de l'avenir et de l'emploi dans le territoire dans lequel ils vivent. Et donc le président de la République aurait dû et doit, si demain il confirme qu'il repart dans un quinquennat, ce qui est probable, il doit reconsidérer probablement cette approche territoriale. Alors, à propos justement tout le monde pense qu'il va se représenter. Et dans cette situation, est-ce que vous allez prendre position pour un candidat, pour un parti? Vous allez bien donner votre avis sur la situation? C'est un peu le sens de l'appel que je fais en ce moment. C'est de mettre un certain nombre d'idées, une vision de la société, même sur la table, et de le soumettre... alors plutôt à deux candidats, à la fois à Emmanuel Macron et à Valérie Pécresse, leur dire voilà, je ne vois pas ni dans vos expressions, ni dans votre programme, ni dans vos projets, ni dans votre regard sur la société, d'éléments qui montrent ce souffle et cette importance des territoires. Je vois beaucoup de considérations paramétriques, on parle de chiffres, on parle d'indices, on parle de taux, on parle de nombre de fonctionnaires, mais... tout ça n'est pas très contextualisé, tout ça ne procède pas d'un projet de société et d'un élan. Et moi, j'ai la conviction que l'élément angulaire, aujourd'hui, des grandes politiques publiques, c'est les territoires. Pour des raisons sociales, pour des raisons économiques également, parce que nos avantages comparatifs, la diversité de notre géographie fondent la compétitivité de l'économie française. Et donc, si on fait tout dans quelques grandes villes comme les autres, on aura une attrition de notre compétitivité que la balance commerciale est en train de démontrer. Si on réinvestit les territoires pour régénérer, pour reféconder, ce qu'on a très bien fait à la révolution industrielle avec les machines, si on reféconde avec l'innovation aujourd'hui, cette diversité du patrimoine culturel, matériel et immatériel français, alors on retrouvera une perspective de compétitivité. Et donc cette prise de conscience du primat territorial dans l'action publique est encore très faible et très pauvre, alors quelle est l'inspiration et la demande des Français. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'interpelle assez fortement les candidats, encore une fois Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, parce que je pense qu'ils peuvent intégrer cette dimension dans leur politique, pour leur dire, voilà, vous oubliez l'essentiel. Et si l'un et l'autre vous demandez de les soutenir, vous poseriez des conditions À l'aune de la bonne compréhension de ce phénomène. Vous voyez, j'ai vraiment, et c'est ce que cette liberté me permet de dire, voilà, je pense vraiment que c'est prioritaire, s'intéresser à là où les gens vivent, leur permettre dans un projet politique, de dessiner leur propre projet de vie, donc créer ce rapprochement entre leur projet de vie et l'intérêt du pays, c'est essentiel. Je citais il y a quelque temps une phrase de la philosophe Simone Veil. Donc, Simone Veil, la philosophe, qui était aux côtés du général de Gaulle en 1942. Et le général de Gaulle l'avait fait venir à ses côtés pour qu'elle inspire un peu le redressement de la France, en disant c'est pas que des paramètres, c'est pas que des chiffres, c'est aussi... Et Simone Veil, qui a écrit un rapport qui s'appelle L'Enracinement, qui a été publié en 1947, je crois, par Albert Camus, dit en gros une chose au général de Gaulle, elle lui dit...
réapprenez aux Français à aimer la France. Et si on veut qu'ils réinvestissent, si on veut qu'ils soient solidaires, qu'ils soient dynamiques, qu'ils soient confiants, qu'ils avancent avec la France, il faut leur redonner à aimer la France. Et moi, je pense que cette définition, cet appel, il est toujours d'actualité. Et si on veut que les gens se réinvestissent pour leur pays, il faut que, dans la diversité des cultures et des territoires, chacun se reprenne confiance et il faut que nous, acteurs politiques, on redonne à aimer la France. D'après les sondages, les principales préoccupations des Français sont l'immigration, l'insécurité, la santé avec la Covid. Et bon, enfin, vous connaissez les sondages mieux que moi. Et pour vous, en tant que maire de Neuilly, qu'est-ce qui est le plus important dans la gestion d'une ville? Comment procédez-vous pour faire face à ces questions qui sont aussi des défis? Alors je pense que dans un projet politique, il y a un peu la vision, ce qu'on évoquait à l'instant, et il y a les modalités, ce que vous évoquez. Effectivement, quand on est acteur politique, on a à projeter une vision, mais aussi à gérer les contingences et les modalités. Le premier élément, c'est de se donner les moyens, d'avoir les moyens d'adresser tout ça. Quand on est exsangue financièrement, il est extrêmement compliqué d'adresser ces politiques publiques, parce qu'on n'a pas les moyens de recruter, d'investir, de développer. Donc, pour moi, oui, dans ma commune, le premier sujet, c'est de retrouver des équilibres économiques et financiers qui me donnent une capacité d'investissement, qui me donnent une capacité de développement, et d'avoir une police municipale, des réseaux de vidéosurveillance, des moyens de prévention sur le terrain. Donc je me suis donné les moyens de faire de ces priorités des éléments sur lesquels je peux vraiment aller au-delà des discours, avec des moyens, avec des politiques, avec des évaluations. Le deuxième élément, c'est l'évaluation. Et aujourd'hui, et les entreprises savent très bien l'utiliser, on a des batteries de données, on a des données sur tout. Donc l'évaluation des politiques publiques, qu'on ne sait jamais faire, qu'on ne sait pas faire, elle peut être faite de manière beaucoup plus facile. Et moi, dans ma commune, mais je pense que c'est un des grands sujets aussi de politique publique nationale, il faut apprendre à évaluer les politiques publiques en permanence, forte des données qu'on a. Si la sécurité se révèle par des données et des critères partageables avec la population inefficaces, il faut donner des moyens. Et il faut savoir que dans d'autres secteurs, tels moyens ont abouti à tel résultat, donc il faudra les reproduire à tel endroit. Je pense qu'on n'a pas cette culture de l'évaluation, de l'optimisation, de l'efficacité. Et quand j'entends mes concitoyens, mais c'est vrai partout en France, ils nous demandent d'être efficaces. Ils nous disent arrêtez de nous raconter des histoires, arrêtez de nous faire des grands discours, soyez efficace. Et je pense que ce mot que les entreprises ont très bien intégré, parce que c'est la condition de leur survie, il faut que nous, dans l'action publique, dans l'action locale, on sache intégrer ce mot efficacité, qui est tout simplement celui qui préside au contrat qu'on a avec la population. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de pratiquer la politique du quoi qu'il en coûte. Vous devez avoir un budget équilibré. Par exemple, à Paris, effectivement, tout le monde sait que cette ville est de plus en plus endettée et qu'elle est mal gérée. Donc, comment faites-vous à Neuilly ? Écoutez, moi, quand j'ai été élu maire, oui, j'ai repris un peu la gestion de la commune. J'ai mis en place une gestion beaucoup plus saine. Donc, on a fait d'énormes économies en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, ce qui fait que petit à petit, je reconstituais ce qu'on appelle des marges d'autofinancement. Donc elles étaient faibles au début, elles sont maintenant considérables, elles sont quasiment de 20% du budget de la commune. Donc quand vous avez un budget d'une centaine de millions d'euros, vous dégagez 20 millions d'autofinancement, ben vous avez une capacité d'investissement, de développement qui est extrêmement forte. Et en même temps, j'ai réduit les dépenses qu'on appelle de fonctionnement, donc celles qui sont très inflationnistes, de telle manière à garder un contrôle de mes dépenses au quotidien, mais en revanche, d'avoir une capacité forte pour investir. Et donc, vous avez à ce moment-là une équation qui est complètement différente. Vous n'êtes pas chargé avec un sac de pierre quand vous marchez, vous êtes léger, vous êtes allégé, vous êtes bien réglé par rapport aux besoins, mais vous avez une perspective d'avenir qui se construit par les investissements. Vous voyez, je refais cette grande avenue Charles de Gaulle que vous situez sans doute entre l'Étoile et la Défense. C'est un investissement qui est très lourd, mais qu'on a préparé, on a travaillé sur l'attractivité de Neuilly, on a regardé quels étaient les choix qu'il fallait faire, et là, le résultat est très bon. C'est-à-dire qu'on investit, on requalifie totalement cette avenue, et il y a toute une augmentation de valeur et d'attractivité qui se fait autour. Donc,
voilà, il faut gérer nos collectivités, que ce soit l'État, une région, une ville, se gère à la fois avec l'écoute de la population et les services dont elle a besoin, mais aussi avec une vision stratégique, une vision large, parce qu'on est responsable de la destinée du territoire qu'on nous a confié. Quel est le problème principal? J'imagine que ce n'est pas seulement un problème d'aménagement, de routes, de rues en ville. Quelles sont la principale difficulté à laquelle vous êtes confronté à Neuilly? Enfin, j'imagine que Neuilly, ça représente aussi un peu la même chose. Oui, on a tous, je pense, effectivement, ce qu'on appelle l'espace public, la voirie. C'est un sujet qui nous préoccupe tous les jours, parce que sur la voirie, il y a du trafic automobile, il y a la cohabitation de différents modes de transport, des vélos, des trottinettes, des piétons, etc. Il y a des livraisons, il y a des taxis. Donc, créer une forme de compromis, de conciliation, voire de réconciliation entre toutes ces mobilités, c'est un sujet compliqué et important. Il y a aussi le défi écologique. Je crois qu'il faut que nos villes soient en capacité demain d'être respirables, de dépenser moins d'énergie, d'avoir des espaces verts, de diminuer l'effet des îlots de chaleur qui est très fort dans les grandes villes. Donc on a sur le temps long, parce que ce sont des investissements sur le temps long, à prévoir et à faire accepter petit à petit des transformations de ce point de vue-là. Et puis on a un sujet d'insécurité. On a le sujet des mineurs isolés, on a des bandes qui arrivent de certains pays d'Europe centrale. Donc on a une délinquance qui mute sans arrêt, qu'il est difficile de fixer. Et donc on a, avec les services de police, une coopération très très serrée pour justement être à l'affût de ces risques d'insécurité et des évolutions qu'on voit se dérouler devant nous. Neuilly est moins touché que les autres villes de la couronne de Paris par l'insécurité? Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes problèmes. Ils s'expriment différemment, ils ont des impacts qui sont différents. Alors on se retrouve beaucoup dans des instances métropolitaines notamment, où on partage un peu ces sujets. On essaye de trouver des éléments de solution tous ensemble, mais en gros... Voilà, les grandes problématiques d'espace public, de sécurité, de logement, de transition écologique sont les grandes problématiques qu'on rencontre tous. Après, il y a un élément de médiation avec la population, et je pense que c'est le propre d'un maire. Peut-être plus que tous les autres mandats, le maire, il est à portée de main de ses électeurs, et pour lui, il est l'acteur politique. Donc, que ce soit des sujets de la région, des sujets de l'État, des sujets du département, des sujets de la ville, c'est le maire qu'on vient voir. Et alors comment on fait pour venir voir le maire? Moi j'ai plein de leviers. Oui, d'abord il y a des moments de rendez-vous, de visite dans mon bureau sans rendez-vous, le vendredi après-midi. Le samedi matin, je fais ce que j'appelle des visites de quartier. Je me mets à un endroit pendant 1h30 et tous les gens du quartier peuvent venir discuter, commenter, etc. Je suis tous les dimanches matins quasiment sur la place du marché, toujours devant le même café. Donc les gens savent que le maire est là, est totalement accessible, sans aucun filtre. Et puis j'ai la chance de pouvoir me promener à pied dans ma commune, souvent tout seul, ce qui fait que du coup la porosité avec la population est très très forte. Vous n'avez pas besoin d'agents de sécurité, de policiers? Non, pas du tout? Non, et je tiens beaucoup. Vous voyez, plus la relation est vraie, plus authentique, plus en fin de compte l'échange est là aussi vrai et authentique. Et c'est dans la qualité de ces échanges qu'on discerne les évolutions à mettre en œuvre, qu'on crève les abcès quand il y en a un qui monte, que vraiment l'action politique se révèle dans sa vérité, dans ce qu'elle a de plus saine, de plus forte, de plus extraordinaire quelque part. Moi, je suis très attaché à l'authenticité de ce qu'est la politique. Et vous avez pu, pendant la pandémie, organiser les vaccinations sans problème? Vous n'avez pas eu de contre-coup des anti-vax? Non, moi j'ai ouvert un centre de vaccination le 18 janvier 2021, donc un des tout premiers. Ouais. On a passé les 1 an il y a quelques jours. On a fait près de 80 000 injections pendant cette année-là. Voilà, dans un combat un peu difficile au début, puisque les promesses de vaccins n'étaient pas à la hauteur, donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'impatience. Mais petit à petit, les choses se sont régulées. Et c'est vraiment un domaine dans lequel la crise a vraiment démontré l'interface des maires. Le pouvoir exécutif national avait ses devoirs, ses missions, ses contingences, ses difficultés. La population était en attente.
Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de maires dans toute la France, ont vraiment réussi à ouvrir un espace qui est un espace de dialogue, un espace de soins, un espace de vaccination, un espace de livraison de masques, un espace aussi de régulation entre l'hôpital, la population, les plus fragiles, les EHPAD. Donc l'interface locale, elle a été un rouage essentiel de la gestion de cette crise. Alors vos idées, travailler où nous voulons vivre, comment faites-vous pour les apporter aux habitants de Neuilly ou aux personnes que vous rencontrez en général? Quel est le meilleur moyen pour vous? Vous avez écrit un livre, mais je pense que le livre ne suffit pas. Non, travailler là où nous voulons vivre, c'était un livre en 2018 qui en gros disait la révolution industrielle nous a amené à vivre là où il y avait du travail. C'est le principe, le modèle économique de la révolution industrielle. Oui, la défense. La révolution numérique, c'est une révolution différente. Le monde numérique est un monde en réseau. Donc la notion de masse critique n'est pas la même. Et dans un monde en réseau, les gens se redistribuent sur le réseau, puisque finalement, ils peuvent avoir accès aux mêmes services en étant à Neuilly, en étant dans la Creuse ou en étant en Bretagne. Et donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Vous étiez en avance en quelque sorte sur la situation actuelle. Oui, c'était vraiment, moi j'avais fait pas mal de travail là-dessus en disant, mais finalement dans un monde en réseau, les gens se mettent en réseau, dans un monde concentré, les gens se concentrent. Or, la révolution numérique, c'est un monde en réseau. Et on voit très bien aujourd'hui, celui qui a envie d'être dans telle région, il peut y être. Alors c'est pas encore totalement acquis, mais de plus en plus, par son ordinateur, il a accès à des services qu'il n'avait qu'en étant en ville hier. Et on voit bien, les Français l'ont bien compris. Mais depuis quelques années, ils se redistribuent, ils rêvent de villes moyennes, ils rêvent de villages, ils rêvent de campagne, ils se mettent au télétravail pour certains, d'autres se reconvertissent dans des métiers plus locaux. Donc je crois que nous, acteurs politiques, acteurs locaux, il faut qu'on entende ça, qu'on le comprenne, qu'on l'accompagne, qu'on le stimule, parce que c'est une occasion donnée à chacun de réaliser son projet de vie, et que dans les mobilités, que dans l'organisation du télétravail, que dans les investissements, dans les infrastructures, on construise les modalités pour que finalement cette redistribution de la population sur le territoire puisse se faire. Moi j'ai un principe extrêmement simple, c'est de dire, en fin de compte, il faut que tous les Français soient à moins de 20 minutes d'une ville moyenne. Et que cette ville moyenne, elle ait un corpus de services, hôpitaux, écoles, maisons de retraite minimum. Et donc il faut stabiliser ce réseau des 350 villes moyennes pour qu'il converge beaucoup de politiques publiques. Et le deuxième principe, c'est qu'il faut que toutes ces villes moyennes soient à moins d'une heure et demie d'une métropole elle-même connectée au monde. Beaucoup de travaux d'universitaires qui ont dit un pays ne se développe que s'il multiplie ses connecteurs avec le monde. Et donc, c'est un sujet que vous connaissez bien. Ouvrir quelques métropoles en France réellement internationales, connectées au monde, et mettre autour de ces métropoles des villes moyennes à moins d'une heure et demie, c'est la seule condition pour lancer une requalification économique de notre pays. Et on ne peut plus se permettre d'avoir des grands angles morts, des grandes diagonales du vide, des territoires où on a plein de ressources culturelles, de matières premières, agricoles, et qu'on a totalement abandonné, faute d'avoir ce câblage, ce maillage, cette armature territoriale plus solide. Et c'est ce que vous allez faire entendre pendant la campagne présidentielle? Absolument, c'est vraiment le point d'entrée, et il est un peu là, c'est de dire la dernière grande carte de France, c'est une carte qui a été faite à la fin du 18e par un préfet qui s'appelait Cassini, ce qu'on appelait une carte géodésique, et je dis il faut reconstruire une carte qui soit une carte isochrone, une carte où il y a un jalonnage de grandes métropoles, 8, un jalonnage de villes moyennes, 350, qu'on recable tout ça, et à partir de là, remettre des moyens. Vous voyez, je propose par exemple de lancer un livret A, un livret d'épargne, un livret régional, de dire vous habitez en Bretagne, vous allez mettre vos économies sur un livret d'épargne breton. Et ce livret d'épargne breton, géré par la Caisse des dépôts comme le livret A, il sera simplement réinvesti dans la région où vous vivez, ce qui vous permet d'abonder avec votre épargne l'aménagement du territoire, l'équipement, les infrastructures, là où vous vivez, avec le même avantage fiscal, les mêmes limites, mais simplement un petit upside, une petite composante pour investir l'économie réelle. Parce qu'un des travers de la Startup Nation, et je suis totalement pour l'innovation, c'est d'avoir asséché l'économie réelle, puisqu'elle n'offre pas les retours sur investissement de l'innovation. Et donc il faut aussi rééquilibrer, et c'est la proposition de mon livret d'épargne régionale, rééquilibrer l'épargne, l'investissement vers à la fois l'économie réelle et beaucoup sur les infrastructures régionales. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly, d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous serez toujours le bienvenu ici. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.